Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bonjour tout le monde. On est toujours, enfin, je suis toujours dans cette phase d'initiation qui m'oblige, je pense que c'est quand même intéressant de s'appuyer sur quelques fondamentaux pour toutes les choses un peu plus compliquées qu'on discutera ensuite, cette année et puis plus tard. Et donc, pour un certain temps maintenant, on va discuter de certains aspects de la chimie et de la biologie de l'oxygène. Alors, je l'avais dit lors de ma leçon inaugurale, peut-être une des choses les plus fascinantes de la chimie du vivant, c'est la capacité des organismes vivants et donc des entités moléculaires qui les constituent de construire quelque chose qui est absolument énorme, qui est la vie, sur la base de petites molécules, le plus souvent inertes, et qui sont à disposition à la surface de la Terre en quantité extrêmement abondante, l'eau, le dioxyde de carbone, l'oxygène, l'azote, et ceci. Ces molécules constituent des briques à partir desquelles ont été construites toutes les molécules fantastiques qui constituent le vivant. Et évidemment, pour le chimiste, c'est une source d'inspiration terrible. C'est très compliqué, on va voir des systèmes qui sont extrêmement compliqués, et en même temps, il y a des applications potentielles évidemment énormes, que ce soit l'utilisation du soleil et de l'eau pour faire des carburants, le fait d'utiliser de l'oxygène pour faire des réactions d'oxydation sélective qui peuvent être utiles pour l'industrie, et évidemment les problèmes d'amélioration de productivité des terres en manipulant l'azote, enfin voilà, tout un tas d'applications potentielles. Donc je vais parler de l'oxygène, et l'oxygène est donc un acteur majeur de ce cycle, même si en réalité, vous le savez, la vie n'a pas eu besoin d'oxygène tout le temps. Que l'oxygène, on l'a déjà dit, mais on va en reparler sous un autre angle. L'oxygène est un sous-produit c'est un déchet de la photosynthèse. Simplement, quand c'est arrivé à la surface de la Terre, les organismes se sont mis à exploiter cet oxygène, mais ce n'était pas absolument obligatoire. Voilà, donc on est au cœur de ce cycle absolument magnifique. J'avais évoqué le fait que c'était un cycle, un bel exemple de solidarité entre les espèces. Alors, comme vous le savez, on peut partir de là, et on va parler de photosynthèse au cours de la matinée, puisque j'ai invité Bill Rutherford de Saclay, qui va nous parler du système photosynthétique dans l'heure qui vient. Et donc c'est là que ça commence, avec la formation de l'oxygène, l'utilisation donc de l'énergie lumineuse, du dioxyde de carbone et de l'eau pour former tout un tas de molécules organiques, et je l'ai dit, l'oxygène comme sous-produit. Et puis ces molécules organiques, eh bien, c'est le carburant de tout un tas de toutes les cellules vivantes,
tous les organismes vivants, et en particulier parce que ces molécules organiques, c'est une forme de stockage de l'énergie lumineuse qui peut être ensuite utilisée pour fournir l'énergie des cellules. Et ce faisant, et c'est tout l'aspect de la respiration cellulaire que j'évoquerai lors de mon dernier cours, c'est-à-dire pas la semaine prochaine, mais le 3 juin, qui sera mon dernier cours, ça sera sur la cytochrome oxydase et la respiration. Cette respiration brûle tout ça et redonne le dioxyde de carbone et l'eau. On parle beaucoup de dioxyde de carbone, hein, essentiellement pour ses effets de serre, mais comme vous le voyez, il faut faire quand même très très attention. On a bien compris qu'il ne fallait pas que ça augmente trop. En même temps, c'est quand même parce qu'il y a du dioxyde de carbone, hein, qu'on n'est pas sur une Terre qui fait moins 15 ou moins 20 degrés, et que, en effet, c'est la source de carbone pour, en particulier les plantes, mais tout un tas d'autres systèmes vivants. Donc, vous voyez ce cycle magnifique. Et sur le plan de la chimie, évidemment, ce qu'on constate, c'est que dans cette réaction-là, qui est tout en haut, l'eau est utilisée comme une source d'électrons, l'oxygène, encore une fois, n'étant que le sous-produit de l'oxydation de l'eau, mais c'est surtout utilisé comme une source d'électrons. Et comme on va le voir, c'est un très très mauvais réducteur, et c'est pour ça qu'il faut de l'énergie pour faire cette réaction. De l'autre côté, l'oxygène agit dans cette réaction de respiration comme un accepteur d'électrons. C'est un très bon oxydant, pour les mêmes raisons que l'eau est un mauvais réducteur, avec un potentiel très élevé, mais là aussi, il y a quand même un problème. C'est un oxydant qui est peu réactif, non pas pour des raisons thermodynamiques, mais pour des raisons cinétiques. Donc dans les deux cas, on a des problèmes. Et pour faire ça efficacement, on est ramené à la question des catalyseurs que j'ai évoqués tout au long des semaines passées. On a besoin de catalyseurs, et comme vous allez le voir, il y a des catalyseurs absolument impressionnants pour faire cette chimie-là. Voilà, le premier système que j'introduis simplement, hein, puisque Bill va en parler tout de suite après, c'est le photosystème. Et je vais m'y intéresser plus particulièrement on va s'y intéresser plus particulièrement en regardant ce qui se passe au niveau du site où se fait, en effet, la récupération des électrons de l'eau et son oxydation en oxygène, et avec libération de protons, ce n'est pas négligeable, parce que c'est évidemment une réaction très compliquée à 4 électrons, et parce que là, on a un système enzymatique, un site métallique absolument extraordinaire, d'ailleurs dont on sait encore très insuffisamment aujourd'hui la structure, même s'il y a des structures aux rayons X. Et notamment la semaine prochaine, j'en parlerai parce qu'il y aura toute une session dirigée vers comment les chimistes arrivent à mimer les sites métalliques les plus complexes, et en particulier on regardera où est-ce qu'on en est de la modélisation de ces sites métalliques qui sont présents dans le photosystème. Et c'est quelque chose d'assez compliqué puisque encore aujourd'hui on ne connaît pas vraiment à une échelle suffisamment résolue la structure de cette entité. Voilà. Donc le photosystème, c'est c'est une machinerie protéique d'une très grande complexité avec des tas de sous-unités. Je ne vais pas détailler tout le transfert d'électrons qui permet à la machinerie d'utiliser les électrons qui sont donc produits ici au niveau de l'eau, à nouveau avec production d'oxygène. Ces électrons sont envoyés vers un deuxième photosystème par toute une chaîne de transfert d'électrons que je ne détaille pas. Et ensuite, ces électrons, moyennant qu'il y ait un deuxième photon, au niveau d'un deuxième photosystème, ces électrons sont utilisés pour produire un réducteur, le NADPH, et c'est lui
qui va être impliqué dans les réductions du CO2. Donc vraiment, c'est un long parcours des électrons, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une source inépuisable d'électrons qui est utilisée, c'est l'eau. L'eau étant un très mauvais réducteur, d'où la nécessité de cette énergie. Il y a des, et ça j'en parlerai aussi plus tard, il y a aussi des gradients de protons qui se produisent ici à travers la membrane, et ces gradients de protons vont être utilisés, cette énergie osmotique, appelons-la comme ça, cette énergie va être utilisée pour produire de l'ATP. Donc, vous voyez, tout ce qui se passe ici, c'est-à-dire la production de l'eau, la production d'électrons, pour fournir les équivalents réducteurs qui vont réduire le CO2, la production d'oxygène qui va être utilisée par les organismes vivants qui respirent, et la production de protons qui se traduit par des gradients de pH qui vont conduire à la production d'ATP, vous voyez, en une seule réaction qui paraît simple, oxyder de l'eau, mais qui est thermodynamiquement très compliquée et cinétiquement difficile, déclenche quelque chose qui est absolument extraordinaire pour la vie. Voilà. Bon, ces systèmes-là fonctionnent donc par ce qu'on appelle des photosensibilisateurs, des molécules organiques qui sont capables de capter l'énergie lumineuse. Je vous expliquerai comment ça se passe très rapidement. Et il y a une séparation de charge, et cette séparation de charge va conduire à l'oxydation de l'eau d'une part et au transfert des électrons. Ça, c'est le début de la chaîne de transfert d'électrons ici, et ensuite ça part dans les autres composants. Voilà, donc que dire de plus là-dessus ? Il y a une phase donc lumineuse et puis il y a une phase dite obscure au cours de laquelle les équivalents réducteurs donc, du NADPH sont utilisés pour réduire le CO2, et cette réduction conduit aux molécules organiques dont je parlais qui vont alimenter les organismes vivants qui respirent parce qu'ils vont utiliser ce carburant pour produire leur énergie d'un autre côté. Voilà. Alors, en gros, pour avoir une petite idée de comment ça fonctionne, mais encore une fois, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais pour essayer de comprendre comment ça se passe, finalement, le bilan, on peut écrire le bilan de la réaction comme ça, pour la réaction d'oxydation de l'eau, et donc la production d'oxygène. Cette réaction-là, c'est aujourd'hui la source de production d'oxygène à la surface de notre planète. Et évidemment, si l'oxygène existe, c'est parce qu'à un moment donné, il y a ce type de machinerie d'une très grande complexité qui est arrivé à fonctionner à la surface de la Terre. Et donc, vous imaginez bien que pour faire une réaction aussi compliquée, il a fallu que cette invention arrive très tard dans l'évolution. Et comme on le verra, c'est plutôt il y a 2 milliards d'années qu'il y a 4 milliards d'années, ou 3,5. Les premiers, on pense, on l'a déjà dit plusieurs fois, les premiers organismes vivants, c'est 3,5 milliards d'années. Mais l'oxygène, c'est disons, ça commence plutôt à 3 milliards d'années. Et le grand burst oxydant s'est produit il y a, je vous montrerai une preuve de ça, c'est très discuté, mais autour de 2 milliards d'années. Mais tout ça pour dire donc que vraiment notre oxygène dépend d'une réaction qui est thermodynamiquement extrêmement défavorable. Je l'écris comme ça tout simplement pour évoquer qu'il faut bien un accepteur d'électrons. Ici, j'aurais pu prendre en bout de chaîne le NAD+, je prends ici simplement une quinone. Vous vous souvenez ce qu'il y avait dans la diapositive précédente. Pardon. La diapositive précédente. Non, voilà celle-là. Ici, vous voyez, ces composés sont des quinones qui sont des intermédiaires dans le transfert d'électrons, mais en gros, ces électrons qui partent de l'eau, ils sont acceptés par des quinones. Et c'est ce que j'ai traduit ici dans ce bilan. Donc une réaction thermodynamiquement très défavorable, c'est pour ça qu'il y a HNU, il faut des photons, et c'est la source d'oxygène aujourd'hui de notre planète. Alors,
comment ça se passe? Il faut, pour être capable de faire quelque chose comme ça, il a fallu que la nature mette au point des molécules qui captent l'énergie solaire. Hein. Alors, ce sont des molécules de type chlorophylle, carotène. Alors, il y a toutes sortes de photosensibilisateurs qui absorbent dans une gamme visible, enfin, chacun a sa spécialité. Voilà, et celle-là absorbe peu dans le verre, alors que celles-ci le font. Une fois qu'on a collecté cette énergie lumineuse, ça se traduit au niveau électronique par le fait que ces composés se trouvent dans un état excité. Par exemple, ce pigment qui s'appelle P680, alors je simplifie ici parce qu'il y a encore des débats pour savoir si c'est lui qui prend la lumière ou si c'est d'autres composés, mais en gros, vous avez une molécule organique qui voit son électron éjecté dans une orbitale supérieure, et par ce simple fait, évidemment, vous avez un état excité. Cet état excité, il ne reste pas stable indéfiniment. Il faut qu'il revienne à un état plus stable, et la façon d'obtenir un état plus stable, c'est en particulier d'éjecter cet électron excité vers un accepteur d'électrons. Et c'est pour ça que ce composé excité est un réducteur extrêmement puissant, et ça c'est la clé de tout, parce qu'il faut à tout prix que cet électron parte quelque part. Il part dans ce composé phéophytine qui est le suivant dans la chaîne, vous voyez, qui est là. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, on a séparé les charges, hein, et en effet, l'énergie solaire de ce photon a été traduite par une paire électron-trou, trou-électron, cation-anion, une paire électron-trou qui contiennent l'énergie et qui va être utilisée pour cette énergie pour aller plus loin. Et évidemment, si cette réaction ne se produit pas, vous avez cet électron qui retombe dans l'orbitale inférieure et vous vous retrouvez dans l'état fondamental. Donc il ne s'est strictement rien passé, si ce n'est éventuellement, enfin pas éventuellement, si ce n'est du chauffage de la machinerie, et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc la clé, c'est vraiment de créer cette séparation de charge. Salut Bill. De créer cette séparation de charge, et en faisant cette séparation de charge, vous avez créé un réducteur qui va être capable d'aller plus loin, et vous avez créé un oxydant qui est très puissant, vous voyez, 1,25 volts, et c'est cet oxydant qui va être utilisé pour oxyder l'eau au niveau de ce centre métallique. Voilà, donc ça c'est une petite introduction sur la photosynthèse, pour vous dire que c'est là que se passe la production de l'oxygène. Et Bill Rutherford, qui vient d'arriver, donc, nous fera un exposé tout à l'heure sur le photosystème et sur ce qu'on sait aujourd'hui et les problèmes. De l'autre côté, il faut respirer, utiliser cet oxygène, et lors de mon dernier cours, donc le 3 juin, je parlerai de la cytochrome oxydase qui fait cette réaction, qui est, alors, c'est l'inverse, extrêmement favorable sur le plan thermodynamique, simplement qui est très très compliqué parce que, vous voyez, il faut que vous fassiez réagir ensemble une molécule d'oxygène, 4 protons et 4 électrons qui arrivent en même temps pour faire 2 molécules d'eau. Donc ça, c'est très très compliqué. Et sur le plan cinétique, c'est très très lent, et donc il faut des catalyseurs. Alors simplement, on en reparlera, mais ce catalyseur, c'est un très beau catalyseur métallique. À nouveau, hein, tout à l'heure c'était un catalyseur à base de manganèse. Ici, c'est un catalyseur à base de fer, ici, et de cuivre. C'est un complexe binucléaire. Vous voyez, en gros, bon, ben, la réaction, on peut la traduire comme ça. Hein, vous voyez, c'est de l'énergie qui est contenue dans les fameuses molécules organiques qui ont été produites lors de la photosynthèse type glucose, qui sont ensuite transformées en NADH. Et ce NADH, c'est la source d'électrons dont on a besoin pour réduire
l'oxygène. Et évidemment, si vous prenez tout ce parcours, voilà une petite animation pour vous montrer un peu ce qui se passe, vous avez des transferts d'électrons à travers toute une chaîne. Ici, c'est la cytochrome oxydase. C'est là que se fait la réduction de l'oxygène en eau. Et donc, vous voyez, une chaîne de transfert d'électrons extrêmement compliquée, mais moi, je ne m'intéresserai qu'à la cytochrome oxydase. Et vous voyez le bilan de la réaction ici en partant du glucose. Donc, c'est une réaction qui produit une très grande quantité d'énergie qui peut se traduire par une synthèse très importante d'ATP, puisque vous comparez ici 2813 kJ par mol à 30 kJ par mol pour l'ATP. Donc, vous voyez, on peut produire des quantités très, très importantes d'ATP, et c'est ce qui se fait. L'autre chose, c'est que, et ça on en discutera aussi. Qu'est-ce que je veux faire là ? Il ne veut plus marcher. Bon, c'est pas grave. C'est que, vous l'avez vu, vous créez aussi un gradient de protons, et c'est ce gradient de protons, de ce delta pH, qui va faire fonctionner la l'ATPase, puisque une grosse partie de cette énergie va se traduire par un potentiel de membrane qui va être utilisé par la l'ATPase, mais ça, on en discutera un peu plus loin. Donc voilà ce que c'est qu'aujourd'hui le cycle de l'oxygène, d'un côté photosynthèse et de l'autre côté respiration, par des systèmes d'une très très grande complexité. Et maintenant, je voudrais discuter de choses un petit peu... Là, j'ai survolé, mais on rentrera beaucoup plus dans les détails tout à l'heure. Et puis, la semaine prochaine, on verra comment les chimistes sont capables de modéliser ce genre de système métallique extrêmement complexe. Et puis, on parlera de la cytochrome oxydase plus tard. Là, je voudrais revenir sur des choses un petit peu fondamentales des propriétés chimiques et de réactivité de l'oxygène. Mais je voudrais revenir à cette question des origines de l'oxygène et comment on date tout ça. Alors, vous vous souvenez, ça, c'est un bilan un petit peu de ce qu'on avait raconté la dernière fois. Voilà, donc l'oxygène était totalement absent de la surface de la Terre il y a 4 milliards d'années. Et donc, on avait essentiellement du CO2. Si les choses n'avaient pas changé, si on n'avait pas utilisé ce CO2, on serait à la surface de la Terre, je l'ai dit, à moins 15, moins 20 degrés, avec une atmosphère et puis, qui est avec 20 fois plus de pression que maintenant. Et donc, il y a eu cette transformation fantastique qui est en particulier due à l'arrivée de l'oxygène. Et aujourd'hui, voilà à peu près quelle est notre atmosphère. La vie est apparue, on sait maintenant, très, très rapidement après l'organisation de la Terre. Il y a 3,7, 3,8 milliards d'années, et la photosynthèse, qui est la source de l'oxygène, les premières molécules d'oxygène, c'est très discuté, mais 3,5 milliards d'années. Ce qu'on sait, c'est que pendant très très longtemps, je l'ai dit, l'oxygène, malgré le fait qu'il soit formé par cette photosynthèse, est resté à des concentrations extrêmement faibles à la surface de la Terre, et en particulier parce que toutes les molécules d'oxygène qui étaient produites étaient réduites très rapidement, donc l'oxygène redisparaissait, et en gros, c'est une période où la vitesse de consommation de l'oxygène est plus grande que la vitesse de formation par la photosynthèse, en particulier par toutes ces réactions de réduction, par du fer ferreux, on l'a dit, c'est ce qui explique le fait qu'on voit des sédiments très riches en oxyde de fer. Il y a eu des précipitations massives d'oxyde de fer, vous voyez, entre 3,5, ce sont ces formations géologiques qu'on appelle Banded Iron Formation, BIF, pendant de 3,5 à 2 milliards d'années.
Et puis là, on voit que ça ne précipite plus après. Hein. Vous voyez, il n'y en a plus. C'est parce qu'en gros, l'idée, c'est que tout le fer 2 a précipité et on est dans cette réalité d'aujourd'hui, à savoir que le fer est sous forme de fer ferrique, fer 3, d'oxyde de fer, d'hydroxyde de fer. Donc l'oxygène, en dépit du fait qu'il était formé par la photosynthèse, est resté à l'état de trace pendant très très longtemps par tout un tas de réactions, donc je l'ai dit avec le fer 2, mais aussi avec du sulfure, avec de l'hydrogène, voilà. Et puis il y a eu ça on le sait aujourd'hui, il y a eu tout d'un coup une montée en puissance de la concentration d'oxygène. Il y a en gros 2,2, 2,4 milliards d'années. On sait maintenant à peu près le dater et on ne sait pas encore quelle est l'explication de cette soudaine montée de l'oxygène. Évidemment, après est arrivée la vie aérobie, c'est-à-dire une vie où l'oxygène est utilisé, donc ce déchet de la photosynthèse est utilisé comme oxydant, et puis il y a de tas d'implications de l'arrivée de l'oxygène, vous le savez, l'ozone qui nous protège contre les UV, etc. etc. Voilà. Il y a eu des travaux assez récents qui continuent à partir des années 2000, qui ont constaté quelque chose d'assez brutal, justement, autour des 2 milliards d'années. Et vous voyez ici, je vais expliquer un petit peu cette courbe. Vous voyez pas mal d'articles sur l'étude de la composition isotopique du soufre dans différentes roches sédimentaires. Il y a beaucoup d'études qui portent là-dessus, qui semble être une bonne sonde pour voir la transition pas d'oxygène, oxygène. Bon, voilà la composition isotopique du soufre. Hein. Et vous savez qu'il y a, au cours de réactions chimiques et biologiques, il y a un fractionnement de ce soufre, de ces isotopes, et en général, les fractionnements dépendent de la masse. Hein. Une réaction chimique utilise, ou biologique, utilise évidemment l'ensemble des isotopes, mais pas de la même façon selon la masse de cet isotope. Or, il y a quelques années, dans les années 90 d'ailleurs, on s'est aperçu qu'il y avait des processus, et c'est très compliqué, on ne comprend pas bien pourquoi, mais il y a aussi des processus de fractionnement qui sont indépendants de la masse. Donc, tous ces travaux qui portent sur la composition isotopique du soufre dans les roches sédimentaires et qui se traduit par des courbes de ce type-là, ça c'est la différence entre la composition isotopique du soufre dans ces roches sédimentaires par rapport à un standard qui est en général un météorite, et vous portez des deltas. Ces deltas donc, qui sont négatifs quand il y a un appauvrissement en 33S. Ici, c'est le paramètre 33S, mais ça pourrait être un autre. Et le delta est positif si vous avez un enrichissement. Et ce qui est connu, c'est lorsque vous avez des fractionnements indépendants de la masse, il y a une très très grande variabilité sur ces deltas. Et vous voyez que si on regarde des roches qui sont datées de 4 milliards à 2 milliards, en effet, on a une très grande variabilité, on a des deltas positifs, des deltas négatifs, et on a différentes valeurs de delta, etc. Et ça, c'est une signature d'un fractionnement indépendant de la masse. A l'inverse, à partir de 2 milliards d'années, vous voyez, c'est une rupture brutale, il n'y a plus aucune variabilité, et ça, c'est une caractéristique du fractionnement dépendant de la masse. Donc il s'est vraiment passé quelque chose ici qui a touché à la géologie du soufre, à la surface de la Terre. Et donc, en gros, l'interprétation, c'est qu'il y a eu un changement atmosphérique qui a bouleversé les réactions qui se produisaient sur le soufre. Et ce qui est établi, mais là encore, d'abord, je ne suis pas un géochimiste, mais je crois que vraiment les gens ne comprennent pas encore, les réactions biologiques, par exemple, sont toutes des réactions qui fractionnent en fonction de la masse. Par contre, il y a toute une classe de réactions chimiques, et en particulier de réactions en phase gazeuse, qui sont maintenant connues pour
impliquer des fractionnements qui sont indépendants de la masse de l'isotope. Donc la théorie, c'est qu'il y a une ou plusieurs réactions en phase gazeuse dans l'atmosphère qui se produisaient avant 2 milliards d'années, qui ne se produisent plus, qui touchaient le soufre, qui ne se produisent plus, ne se produisent plus. Et donc là, il y a des hypothèses. Un exemple qui est mis en avant, c'est que souvent, ces roches sédimentaires, le soufre qu'on analyse, c'est le plus souvent des sulfates, il se produisait des réactions du type photo-oxydation du SO2 pour donner du SO3 et des sulfates qui précipitent. Et ce type de réaction, qui en effet implique des fractionnements indépendants de la masse, se produisent en absence totale d'oxygène, mais ne se produisent pas lorsqu'il y a de l'oxygène, et en particulier parce qu'il faut de l'UV et qu'on peut admettre qu'à partir du moment où il y a une grande quantité d'oxygène qui arrive à la surface de la Terre, il y a de l'ozone, donc il y a un peu moins d'UV. Donc voilà la théorie. Ça, c'est une réaction. Il y a plusieurs réactions chimiques qui sont invoquées, mais ici, en gros, ce changement atmosphérique qui est impliqué ici est interprété comme étant l'arrivée de l'oxygène à la surface de la Terre massivement. Donc notre atmosphère d'oxygène élevée date à peu près de cette époque-là, 2 milliards d'années. Voilà, alors les explications, il y a énormément de papiers sur toutes sortes d'explications, personne n'est d'accord. Voilà, il y a beaucoup de débats là-dessus. Évidemment, une première explication, c'est le fait que tout d'un coup, on a fini d'oxyder tous les fer-2 et donc il n'y a plus cette source de réducteurs qui consommait l'oxygène. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui est créé en oxygène finit dans l'atmosphère. Il y a aussi une hypothèse qu'il y a eu une accumulation de méthane, notamment par des phénomènes de méthanogénèse. Donc les formes réduites du carbone se sont trouvées sous forme de méthane. Et que un certain nombre de composés, l'hydrogène y compris, mais de formes réduites de l'oxygène qui étaient dans l'espace, ont disparu. Et donc, vous voyez, on peut écrire des bilans, vous trouvez des choses comme ça dans la littérature, des bilans dans lesquels j'ai simplifié ici la réaction de photosynthèse sur le plan chimique. Voilà, réduction du CO2 par l'eau pour donner de l'oxygène. Ces produits réduits du carbone donnent du méthane, donc fermentation et méthanogénèse. Et ce méthane est soumis à des rayonnements qui donnent des formes réduites de l'hydrogène qui se trouve dans l'espace. Et ce carbone réduit redonne du CO2. Et donc le bilan, comme vous le voyez, d'une chimie qui pouvait se produire très tôt à l'origine de la Terre, c'est quelque chose comme utilisation de l'eau par la biosphère pour donner de l'oxygène et des formes réduites de l'hydrogène. Et donc, évidemment, ces deux choses-là peuvent se recombiner si, et c'est ça qui maintient l'oxygène à un taux réduit à la surface de la Terre, sauf si à un moment donné, cet hydrogène-là quitte l'atmosphère et s'en va dans l'espace. Et donc, il y a des gens qui développent ce genre d'idées. On ne sait encore pas très bien quelles sont les raisons de tout ça. Mais il y a eu vraiment une explosion d'oxygène il y a 2 milliards d'années. Voilà. Alors, ça, c'est des choses qu'on apprend en DUG avant et en L1 maintenant, peut-être même avant. Voilà, c'est la chose suivante. Très simple, mais qu'il est bon de rappeler parce que c'est la clé de beaucoup de choses. À savoir que lorsque vous êtes un chimiste et que vous essayez d'écrire des structures de Lewis, vous écrivez l'oxygène comme ça. C'est une façon simple de l'écrire, avec une double liaison entre les deux atomes d'oxygène et 2 doublés sur chaque oxygène. On voit encore beaucoup dans les manuels de l'oxygène écrit de cette façon-là. C'est pratique. Mais c'est faux. On sait ça depuis longtemps, et en particulier Michael Faraday
vous voyez, a démontré ça en 1840, que les propriétés physiques de l'oxygène excluent totalement qu'on puisse écrire l'oxygène de cette façon-là. L'oxygène est paramagnétique, hein, c'est-à-dire qu'il a un moment magnétique et que si vous le soumettez à un champ magnétique, il est touché par ce champ magnétique. Et là, c'est très schématiquement l'expérience de Faraday, où vous faites de l'électrolyse de l'eau, vous envoyez de l'énergie électrique dans de l'eau, et vous avez à une électrode l'oxydation de l'eau en oxygène, et à l'autre électrode une réduction de l'eau en hydrogène, et vous mettez cet électrolyseur entre deux bornes d'un aimant, et quand l'aimant fonctionne, ce qu'on voit, c'est ce qu'a montré Faraday. Vous voyez que les bulles d'oxygène ne sortent pas verticalement. Et ça, c'est dû au fait que l'oxygène a des propriétés paramagnétiques, des propriétés magnétiques, et donc possède des électrons célibataires. Et voilà une façon d'écrire la molécule d'oxygène. Et ça, c'est extrêmement important, comme vous allez le voir. Il a fallu attendre des théories plus récentes, mais maintenant, ce genre de choses est bien connu des chimistes, même des tout jeunes étudiants qui commencent à faire de la chimie. On explique très bien, et c'est Mulliken qui vous voyez, a eu le prix Nobel en 1966, qui a développé cette théorie des orbitales moléculaires, et qui permet de montrer que si on regarde la structure électronique de la molécule d'oxygène, je n'explique pas comment on construit tout ça, mais ce n'est pas le lieu, mais si on regarde la structure électronique de la molécule d'oxygène, il n'y a pas d'autre solution que de mettre les deux électrons les plus hauts en énergie sur deux orbitales différentes. Et donc, comme vous le voyez, globalement, ce que j'ai écrit par ces points-là, ce sont ces deux électrons dits célibataires qui sont chacun dans une orbitale appelée pi-étoile. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Les propriétés physico-chimiques de l'oxygène sont parfaitement bien traduites par cette théorie qui effectivement donc, établit la présence de deux électrons célibataires sur l'oxygène. Alors, l'oxygène, on peut le regarder sur une réaction comme celle-là, que vous avez déjà vue. La réduction à 4 électrons de l'oxygène, c'est une réaction qui, à pH 0, a un potentiel de 1,23 volts, donc très haut en énergie. C'est 0,82 volts à pH 7, par un calcul très simple. Et vous voyez, on est très haut en énergie, donc il y a des tas de composés qui ont des potentiels plus bas, des composés réducteurs qui peuvent envoyer leurs électrons sur l'oxygène. Donc sur le plan thermodynamique, il y a 36 000 façons de réduire l'oxygène, il y a 36 000 réducteurs possibles. Donc ce n'est pas un problème. Donc c'est pour ça que l'oxygène est un très bon oxydant, mais uniquement sur le plan thermodynamique, parce que, comme vous allez le voir, il y a un problème sur le plan cinétique. Vous pouvez avoir aussi d'autres informations. Quand vous regardez la thermodynamique d'oxydation d'un hydrocarbure comme le méthane, ou de l'hydrogène, ou d'un benzène, ou du glucose, comme vous le voyez, toutes ces réactions produisent de la chaleur, produisent de l'énergie, c'est pour ça qu'il y a un signe moins ici, et ça peut être des valeurs tout à fait considérables, parce qu'ici elles sont exprimées en kilocals par mol, voilà. Donc ça exprime que l'oxygène est un très bon oxydant, et toutes ces réactions sont exothermiques, exergoniques, produisent de la chaleur. Et c'est pour ça que c'est intéressant, en effet, pour les organismes vivants qui veulent utiliser des sources carbonées et de l'oxygène, d'utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie. Par contre, c'est un très très mauvais réactif sur le plan cinétique. Si vous
prenez du benzène, vous le posez ici dans cette atmosphère oxygénée, vous revenez demain, il ne s'est strictement rien passé. Et puis vous pouvez même revenir plusieurs jours après, il ne se passe rien. Il se passe des choses avec le temps, mais bon. Donc c'est très très lent. C'est très très lent, c'est-à-dire que vraiment, ces réactions ne se produisent pas à une échelle raisonnable. Et ce n'est pas parce que, comme vous le voyez ici, il y a un problème thermodynamique, c'est parce qu'il y a un problème cinétique. C'est-à-dire l'oxygène est très réfractaire à la réaction. Et cette chose-là a été bien établie par des gens comme Wigner, qui a eu le prix Nobel en 1963, et qui a établi cette règle de conservation de spin. Voilà, une règle toute simple et qui marche bien. Hein. Le nombre d'électrons non appariés doit rester le même au cours d'une étape d'une réaction chimique. Alors ça, c'est une règle très stricte. Bon, en réalité, c'est de la théorie. Dans la pratique, il faut simplement le traduire en disant des réactions où il se passerait un changement du nombre d'électrons non appariés entre les réactifs et les produits serait une réaction qui serait extrêmement lente, très difficile. Avec le temps, ça se produit, mais c'est lent. C'est juste la différence entre la théorie et la pratique. Et donc, lorsque vous regardez une réaction d'oxydation comme celle-là, l'oxydation du méthane en méthanol, vous partez d'une molécule méthane qui n'a pas d'électrons célibataires et vous le faites réagir avec une molécule qui a des électrons célibataires, vous l'avez vu, et le produit, le méthanol, n'a pas d'électrons célibataires. D'accord ? Donc, c'est une réaction qui est interdite sur le plan théorique, sur le plan des spins, et donc, pour nous, expérimentateurs, ça se traduit par c'est une réaction qui est extrêmement lente, et c'est effectivement ce qui se produit. Voilà. Et donc, c'est quelque chose d'assez général. Les réactions d'oxydation de molécules organiques qui ont un spin 0, c'est-à-dire pas d'électrons célibataires, par l'oxygène, hein, qui a un spin total de 1, 2 fois 1,5, sont très lentes. À l'inverse, les réactions de l'oxygène avec des molécules qui ont des électrons célibataires, comme les radicaux libres ou les ions métalliques en particulier, sont des réactions qui sont très efficaces. Et c'est pour ça que, même s'il y a des contre-exemples, mais la chimie de l'oxygène dans le monde vivant est une chimie qui dépend presque exclusivement d'ions métalliques. Hein, et ce sont les métalloenzymes, qui vont réagir avec l'oxygène et l'exploiter. Et donc ce sont des métalloenzymes qui vont catalyser toutes les réactions qui sont interdites. Hein. Ces ions métalliques, et je vais donner un exemple, vont jouer un rôle de médiateur entre la partie organique qui a un spin 0 et l'oxygène, et on verra comment ça fonctionne. Bon, je ne rentre pas dans le détail de ces schémas, je voudrais juste ici dire que le fait que cette réaction soit interdite à cause des problèmes de spin est évidemment, d'autres l'ont dit avant moi, est évidemment la clé pour une vie en présence d'air. Si ces réactions ne répondaient qu'aux critères thermodynamiques, il est évident que nous ne serions pas là pour en discuter. Toutes nos molécules sont des molécules organiques, enfin la grande majorité de nos molécules sont des molécules organiques sans électrons célibataires, de spin 0, et brûleraient instantanément. Donc il n'y aurait ici que du CO2 et de l'eau. Et donc, si la vie en présence d'air a été possible, c'est parce que l'oxygène a 2 électrons célibataires. Il n'y aurait pas de vie sans cette particularité tout à fait extraordinaire de la présence de 2 électrons célibataires sur l'oxygène. Ça, c'est tout à fait important. Voilà.
Et donc, je voudrais terminer sur cette partie activation de l'oxygène moléculaire, parce que, évidemment, vous allez me dire, puisque cet oxygène n'est pas réactif avec les molécules organiques, bon, certes, il est réactif avec des ions métalliques, donc vous nous avez dit la dernière fois qu'il y en avait très peu d'ions métalliques, donc ils vont peut-être, ces molécules d'oxygène, s'accrocher à des ions métalliques, peut-être faire quelque chose avec les ions métalliques, mais en quoi ça impacte sur la réactivité avec les molécules organiques, parce que c'est quand même là que se passe le gros de l'action de l'oxygène moléculaire. Et donc là, on tombe sur la question, comment on transforme cet oxygène qui est totalement non réactif sur le plan cinétique en des entités qui vont l'être, parce qu'il faut le rendre, il faut qu'on améliore ses cinétiques. Et donc c'est tout le problème de l'activation de l'oxygène moléculaire. Le problème de l'activation des petites molécules est un problème général, je l'ai déjà évoqué. Avec la photosynthèse, la question c'est comment on active les molécules d'eau. Avec l'oxygène moléculaire, c'est comment on active l'oxygène moléculaire. Toutes ces molécules inertes, très abondantes dont j'ai parlé, il faut les activer. Voilà. Et aujourd'hui, je vais juste, parce que j'aurai l'occasion plus tard de discuter d'autres mécanismes plus complexes, mais je voudrais rentrer dans le détail simplement d'un mode d'activation de l'oxygène moléculaire. Et cette façon d'activer l'oxygène moléculaire, c'est d'activer non pas l'oxygène moléculaire, mais d'activer le substrat. Si vous êtes capable de transformer la molécule organique spin 0, pas d'électron célibataire, en un dérivé qui contiendrait un électron célibataire, par exemple sous forme d'un radical intermédiaire, à ce moment-là, la réaction suivante avec l'oxygène est extrêmement efficace, et donc vous avez résolu le problème. Vous voyez, c'est très simple. Il y a des tas d'exemples de ce type d'activation des réactions impliquant l'oxygène. Mais encore une fois, ce n'est pas de l'activation de l'oxygène. On n'a rien fait à l'oxygène ici. D'accord ? Il y a des exemples, et la nature a effectivement exploité ce type de mécanisme. Je vais en mentionner deux. Premier exemple, les lipoxygénases. Les lipoxygénases sont des enzymes très très importantes, essentiellement à fer, qui, comme vous le voyez, sont présentes aussi bien chez les plantes que chez les mammifères. Elles catalysent l'oxydation de tout un tas d'acides gras et, ce faisant, produisent des molécules qui jouent des rôles absolument essentiels dans ces organismes. Chez les plantes, vous avez des acides gras comme l'acide linoléique présent dans les membranes, et la production de produits oxydés de cet acide linoléique participe à des mécanismes de défense des plantes. C'est la même chose chez les mammifères. Vous avez en particulier cet acide arachidonique qui est très abondant dans nos membranes, et les produits d'oxydation de cet acide arachidonique sont impliqués dans des mécanismes d'inflammation, de vasoconstriction, de coagulation du sang, enfin, etc., etc. Donc des molécules extrêmement importantes, et évidemment ce sont des molécules très stables. Si vous les mettez, comme le benzène ici sur cette table, à l'air, il ne se passe strictement rien, il vous faut des catalyseurs pour faire la réaction. Ces enzymes dont vous voyez, peut-être on peut, vous voyez ici la structure aux rayons X, qui montre d'une part qu'il y a un site métallique, un atome de fer au cœur de la protéine. Les gens qui ont fait ces structures ont identifié des canaux qui pourraient être d'une part un canal qui conduit le substrat, enfin qui permet d'amener le substrat à proximité de l'atome de fer et qui s'installe ici, et également un canal qui permet de faire arriver l'oxygène. Donc voilà, si on zoome sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve un atome de fer entouré de 3 azotes fournis par des histidines, un CO d'asparagine, et puis ça c'est le dernier acide aminé, c'est le bout de la chaîne protéique, c'est un carboxylate d'une isoleucine qui est également ligand.
Voilà un mécanisme très simple. Il s'avère que les acides gras ont ce type de structure, hein, de groupement appelé bis allylique, où ces atomes d'hydrogène ici sont assez réactifs parce qu'ils sont entourés de 2 doubles liaisons. Et vous trouvez l'atome de fer dans cet état, fer 3, vous voyez, avec ses ligands et sa molécule d'eau. Ici, des protonés. Et le mécanisme qui est proposé, c'est que cette entité-là est capable d'arracher un atome d'hydrogène. Donc vous voyez, l'oxygène n'intervient pas, hein, on ne fait pas intervenir d'interaction entre le fer et l'oxygène. C'est l'atome de fer, enfin c'est ce composé fer-OH qui arrache un atome d'hydrogène, qui devient, alors H point, hein, c'est H+, et un électron. Cet électron se termine sur le fer 3 qui devient fer 2 et une molécule d'eau. Et vous avez créé un radical ici, spin on me, un électron célibataire. À ce moment-là, cette entité-là devient extrêmement réactive avec l'oxygène, qui réagit pour donner divers intermédiaires radicalaires jusqu'à ce que la chaîne s'arrête pour donner un produit oxydé qui est un peroxyde, une sorte de peroxyde. Alors, ce sont des entités qui sont... ces entités-là ne sont pas très, très oxydantes. Hein. C'est pour ça que ce type de mécanisme, vous les rencontrerez dans le vivant uniquement dans les cas où les substrats ne sont pas si compliqués à oxyder. Parce que le potentiel redox dont vous avez besoin pour arracher cet atome d'hydrogène n'est pas si important. Si vous aviez mis du méthane ici, vous n'auriez certainement pas ce type de mécanisme. Hein. Donc, dans le cas où les substrats sont assez facilement oxydables, vous pouvez appliquer ce type de mécanisme où c'est une activation du substrat qui est faite par un centre métallique. Ici, c'est un joli travail qui a été fait par Jim Mayer. Enfin, ça, c'est un de ses premiers articles et qui ensuite a été complété par tout un tas de travaux, enfin qui montrent très, très clairement une chose, qui est que lorsque vous voulez arracher un atome d'hydrogène sur un substrat, les vitesses de réaction sont simplement proportionnelles à l'énergie qui est représentée ici par l'énergie de la liaison nouvelle que vous avez formée. Ici, vous voyez, vous avez créé une liaison oxygène-hydrogène. Et c'est ce qui est reporté ici. Un arrachement d'atomes d'hydrogène par un radical OH- est beaucoup plus rapide qu'un arrachement d'atomes d'hydrogène par un radical peroxyle, et ça corrèle assez bien avec la plus grande énergie de la liaison OH que l'énergie dans l'eau, que l'énergie OH dans l'hydroperoxyde qui est produit lors de l'arrachement d'un atome d'hydrogène par ce radical. Il y a une assez bonne corrélation. On pourrait placer ce réactif sur cette courbe-là, même si celle-là, elle n'a pas du tout été établie exactement dans les mêmes conditions que dans une enzyme, hein, bien sûr. Et donc, ce que fait la nature ici, c'est de construire un centre métallique. Pour faciliter cet arrachement d'atomes d'hydrogène, il faut que la force de la liaison oxygène-hydrogène qui est formée ici soit la plus élevée possible pour qu'on ait l'arrachement d'atomes d'hydrogène le plus efficace sur le plan cinétique. Et en effet, le fer est assez adapté parce que la force de la liaison ici dépend du potentiel redox du couple fer3-fer2. Il s'avère que les complexes le fer3 est un assez bon oxydant. Et puis, ici, le pK de l'eau, lorsqu'il est fixé à du fer2, est beaucoup plus élevé que le pK de l'eau lorsqu'il est fixé à du fer3, le fer3 étant un meilleur acide de Lewis que le fer2. Donc, tout est bien construit ici pour que vous ayez un arrachement d'atomes d'hydrogène assez efficace. Donc, voilà le premier exemple, donc l'utilisation d'une entité fer-OH comme initiateur de la réaction d'activation du substrat et pas de l'oxygène. Deuxième exemple qui a été pas mal étudié également, c'est l'exemple
d'enzymes bactériennes, hein, que sont les catécholes déoxygénases, qui sont des enzymes à fer 3 et qui sont impliquées dans le métabolisme d'hydrocarbures par ces bactéries. Ces bactéries sont capables de prendre ces molécules-là, vous voyez, des dérivés aromatiques dans l'environnement et de les dégrader, la première étape étant cette réaction d'oxydation. Vous voyez, c'est une réaction qui est interdite, hein, pour des raisons de spin, donc très lente. Si vous mettez ce catéchol, c'est un catéchol, hein, avec ces deux OH en ortho du benzène, ces catéchols ne s'oxydent pas spontanément, donc il faut un catalyseur. Ce catalyseur, ce sont ces catéchols déoxygénases, et il y a eu tout un tas de structures. Ici, vous voyez le site actif, vous avez 2 histidines, 2 tyrosines, donc ce sont des atomes d'oxygène là et des atomes d'azote ici, et une molécule d'eau. Certains de ces ligands peuvent être déplacés lorsque vous avez un substrat, et ici vous avez la structure aux rayons X du site actif à fer dans lequel vous avez accroché le catéchol. Par ces 2 atomes d'oxygène, ils viennent se fixer sur le fer, donc il y a une liaison oxygène-fer, et comme vous voyez, la tyrosine 447 s'est déplacée, elle est là, elle n'est plus ligand du métal, et la molécule d'eau a disparu. Ici, c'est une autre structure qui vous montre qu'on peut accrocher une molécule qui ressemble au substrat, mais qui n'a qu'un seul atome d'oxygène. C'est comme si vous aviez enlevé ce groupement OH, capable de se fixer, mais à ce moment-là, vous avez une molécule d'eau en plus pour compléter la sphère de coordination. Donc il y a tout un tas de structures, mais ça vous montre la chose suivante. Eh bien, ce substrat ne va pas réagir avec l'oxygène spontanément, mais la première chose qu'il va faire, il va se fixer sur l'atome de fer qui est ici. Voilà le type de mécanisme que les chimistes peuvent écrire. C'est un mécanisme extrêmement complexe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais essayons de suivre. Première étape, le centre métallique ici, vous accrochez le substrat, ça va jusqu'à cette situation-là. Vous voyez, les 2 atomes d'oxygène se sont accrochés sur le fer. Ça a conduit cette tyrosine 447 à se déplacer et la molécule d'eau à être déplacée également pour faire place au catéchol. Je ne rentre pas dans le détail, mais dans tout ça, il y a des transferts de protons assez compliqués. Ici, c'est très favorable. On voit bien que le substrat va être affecté par cette interaction. Tout à l'heure, c'était moins évident, parce que, j'y reviens juste rapidement, il n'y a pas de liaison directe entre le substrat et le cofacteur métallique. Mais ce qui est clair des structures aux rayons X, c'est que le substrat est vraiment très proche et très bien positionné pour être très proche du fer. Mais il n'y a pas d'interaction. Ici, c'est encore plus facile parce qu'il y a une interaction forte. Donc il va y avoir un bouleversement de l'électronique du composé, ici accroché. Et en fait, ce bouleversement, c'est simplement qu'il va se passer un transfert d'électrons, je le simplifie en disant comme ça, un transfert d'électrons du catéchol vers le fer. Ce transfert d'électrons va faire que le catéchol va perdre un électron et donc va se retrouver avec un électron célibataire dans une de ses orbitales. Ça y est, il devient magnétique, il acquiert un spin, et donc il se retrouve dans une situation où, tout d'un coup, il va pouvoir réagir avec l'oxygène. C'est devenu un radical, et cette transformation a été possible parce que le fer 3 est un oxydant, il est capable d'accepter un électron, et il l'accepte du substrat qui vient de se coller sur lui pour donner du fer 2. À ce moment-là, vous avez créé un radical. Ce radical réagit avec l'oxygène, et vous regarderez si ça vous intéresse. Je vous rappelle que tous ces diagrammes et ces figures sont présents sur le site. Il y a un PDF. Et donc, on écrit assez facilement, c'est moins compliqué après, on écrit assez facilement la production du produit suite à la réaction avec l'oxygène. Mais là, encore une fois, vous voyez, l'oxygène a attendu de voir le substrat sous une forme radicalaire, spin and me, pour qu'il puisse l'attaquer. Voilà. Alors, essayons de regarder juste sur le plan électronique, et je terminerai là, je crois que je suis à peu près dans les temps, comment on peut traduire ça. Alors, c'est un peu compliqué, vous trouvez des choses fabuleuses sur
des explications électroniques de ces problèmes d'activation de l'oxygène en allant voir un auteur, Ed Solomon, à Stanford, et ça c'est un de ses papiers, PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences. Et donc ça permet de comprendre un peu comment les choses se passent. Ici sur la gauche, vous avez l'orbital moléculaire de plus haute énergie du PCA, c'est-à-dire du substrat, de cette molécule jaune, fixé au fer. Et le fer est un fer 3, donc D5, 5 électrons célibataires, au spin 5,5. Et puis ici est représenté l'oxygène moléculaire, avec ces 2 électrons célibataires. Donc vous avez spin 0 pour le substrat, le fer 3 spin 5,5, l'oxygène spin égale 1. Et donc, je répète, ça plus ça donne rien. Mais s'il se produit un premier phénomène, à savoir qu'un électron de PCA passe sur une orbitale du fer, vous voyez qu'en faisant ça, je ne change pas le nombre d'électrons célibataires, d'électrons non appariés, puisque 2 plus 1, et je passe à 1 plus 2. C'est le même nombre, donc c'est une réaction qui est cinétiquement tout à fait possible, très favorable. Et donc vous passez en effet à ce moment-là à un système dans lequel vous n'avez plus qu'un électron ici, vous en avez 2 ici, donc vous êtes passé à l'état fer 2 puisqu'il est devenu D6 et l'oxygène n'a toujours pas été touché. Ensuite, le fait qu'il y ait un électron célibataire ici permet justement à ce composé de réagir avec l'oxygène. Il réagit avec l'oxygène, c'est la flèche 2 là ici, et vous créez cette entité peroxyradicalaire et vous êtes toujours à l'état fer 2. Et là, on respecte les règles de conservation de spin. Ensuite, il y a une troisième étape dans laquelle ce fer 2, c'était dans les étapes suivantes, redonne un électron à l'oxygène. Et à ce moment-là, vous passez à cet état-là dans lequel le substrat a été oxydé à 2 électrons et l'oxygène est sous forme de peroxyde accroché à un fer 3. Et donc vous avez formé votre peroxyde qui est le produit final. Il ne suffit plus que de le protoner et c'est terminé. Donc vous avez bien transformé X avec de l'oxygène pour donner XOOH, le produit. Et c'est le fer au milieu qui a permis, tout en gardant le nombre de spins non appariés constant tout au long du processus, qui a permis de faire cette réaction. Là, ce que je voudrais vraiment, c'est vous faire comprendre en quoi le rôle du métal est ici capital. Vous allez me dire, mais j'arrive dans un état excité, c'est pas très bon, parce que regardez, j'ai bien un fer, c'est une erreur, là, D6, c'est D5, simplement, c'est bien du fer 3, simplement, là, je suis dans un état excité parce que je suis spin 3,5 et pas 5,5. Eh bien, Solomon a bien démontré qu'on revient très facilement à l'état fondamental parce que dans la dernière étape, ce peroxyde qui est accroché sur le fer va partir et la sphère de coordination, la coordination du métal va changer, de sorte qu'à la fin, la tyrosine qui était partie revient, et ces changements de champ de ligand et le peroxyde ici est parti après être protoné, et vous vous retrouvez avec un fer 3 de spin 5,5 par l'effet du changement de champ de ligand. Voilà. Aujourd'hui, je termine là-dessus. Donc, je voulais vous montrer qu'il y avait une nécessité d'activer l'oxygène moléculaire si on voulait faire des réactions. Une façon de faire, c'est d'activer le substrat. J'ai juste deux diapositives que je ne détaille pas, juste pour vous dire que ce sont des choses que j'évoquerai plus tard. Une autre façon d'activer l'oxygène moléculaire, c'est de le transformer en oxygène singulé. Regardez, ce qui est embêtant ici, c'est que les 2 électrons soient dans des 2 orbitales différentes. Si vous faites ça,
Le problème est réglé. Évidemment, pour faire ça, il faut envoyer de l'énergie. Donc ça coûte de l'énergie. Il faut à peu près 23 kcal par mol pour passer de l'oxygène triplé à l'oxygène singulé. C'est une façon d'activer l'oxygène. À mon avis, même s'il y a des débats là-dessus, à ma connaissance, ce mécanisme n'est jamais utilisé par le monde vivant. Enfin, il y a bien de l'oxygène singulé qui se forme par des effets photochimiques qui impactent le monde vivant, mais je ne crois pas qu'il y ait des stratégies volontaires de produire de l'oxygène singulé. Est-ce que je m'arrête là? Oui, je vais m'arrêter là. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, il y a tellement de choses à raconter. Voilà. Il y a d'autres façons d'activer l'oxygène. Je pense, je ne suis pas encore sûr, je pense que l'année prochaine, mon cours sera essentiellement dédié à justement regarder l'ensemble des problèmes liés à l'activation de l'oxygène et aux différentes méthodes, aux différents cofacteurs organiques et inorganiques qui participent à ces processus d'activation de l'oxygène, donc monooxygénase, dioxygénase, et donc on reprendra en détail les mécanismes de ces activations.